Bon. La vidéo d'aujourd'hui va être longue. Très longue. C'était pas prévu comme ça, mais là j'ai plus le choix. On n'est pas non plus sur un horaire normal de sortie de vidéo, mais vu que je suis assis sur une poudrière, je peux pas attendre 2 semaines la date de sortie prévue à l'origine. Aussi, puisque cette vidéo va être très longue, je pense qu'il est utile que je vous mette des timecodes en description, parce que je sais que tout le monde ne va pas tout regarder, bien que je vous encourage à le faire quand même si vous voulez éviter de tomber dans le manichéisme et les raccourcis. Ça doit bien faire 2 mois que je vous dis que j'ai l'intention de commencer à ajouter sur ma chaîne des vidéos hors sujet en plus des épisodes. J'ai commencé la production de certaines d'entre elles sur des sujets aussi divers que la vision nocturne, le décrochage d'un avion et même le fonctionnement d'une locomotive à vapeur. Désolé pour le spoil. Mais là-dedans, j'avais aussi l'intention de glisser quelques billets d'humeur pour exprimer mon opinion sur des sujets de société. Par exemple, j'avais l'intention de faire un raisonnement par l'absurde pour vous démontrer par A plus B qu'une arme peut être un jouet et qu'un jouet peut être une arme. Bon alors, vu que la vidéo va être très longue et dense, je vous propose de garder vos avis très tranchés sur cette question pour le moment où je sortirai la vidéo. Un autre sujet que j'avais prévu d'évoquer est celui de la cancel culture. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, je vais donner du contexte, vous en faites pas, mais après ce qui s'est passé dimanche sur Twitter, je dois préciser maintenant, là, tout de suite, qu'il s'agissait à la base d'une expérience qui a salement dérapé hors de mon contrôle. J'ai vu passer des tweets disant que prétendre que tout ça n'était qu'une expérience n'est qu'un moyen de me dédouaner de ce que j'ai dit. Mais non. Et comme vous n'avez aucune raison de me croire sur parole, sachez que j'ai fait part de ce projet il y a plusieurs mois déjà à des collègues, notamment des sceptiques, qui m'ont d'ailleurs pour certains dissuadé de sortir cette vidéo parce qu'elle risquait de créer des scissions dans le YouTube game. Sauf qu'au point où j'en suis là, j'en ai vraiment plus rien à foutre de mettre le bordel dans une bande d'hypocrites. Je vais donc pas les mêler à ça directement en les affichant ici sans leur demander leur avis, mais j'ose espérer que ceux à qui j'ai parlé du projet de faire cette vidéo il y a de cela déjà des mois, oseront le dire ici en commentaire ou ailleurs pour prouver que je n'essaye juste pas de me débiner de ce que j'ai dit sur Twitter. Que j'assume toujours d'ailleurs, mais on va en reparler. Maintenant que ça s'est dit, il va falloir beaucoup de contexte. Notamment parce que beaucoup d'entre vous ont la chance de ne pas connaître l'étron qu'est Twitter. Et parce que j'ai prévu de laisser cette vidéo en ligne parce qu'elle va contenir beaucoup d'informations qui, je pense, seront encore utiles à l'avenir. Samedi 11 juillet 2020, c'est-à-dire il y a moins de 36 heures au moment où j'écris ces lignes, le hashtag Balance ton youtubeur fait sa réapparition. J'avais déjà eu de sévères frictions avec ce hashtag, mais on en reparle après. Le hashtag Balance ton youtubeur, c'est un hashtag censé être un moyen pour des victimes de harcèlement ou d'abus en tout genre de la part d'un vidéaste de se faire entendre. Et dans le principe, c'est une bonne chose. Sauf que là, on parle de Twitter, qui est un gigantesque tribunal à ciel ouvert. Et comme la première fois que ce hashtag est apparu, des accusations calomnieuses et gratuites ont commencé à circuler avec des appels au cancel. Et c'est là que je me suis dit qu'il était temps de ressortir mon script sur la cancel culture. Et si vous ne savez pas ce que c'est la cancel culture, la vidéo d'aujourd'hui était à la base prévue pour en parler et vous expliquer à quel point cette pratique me débecte, c'est-à-dire à peu près autant que la délation gratuite. Quand je dis ça, les esprits manichéens débarquent pour expliquer que si je ne suis pas avec eux, alors je suis contre eux, ce qui est extrêmement réducteur, parce que concrètement, un youtubeur qui use de son influence pour réclamer des nudes et la délation gratuite pour nuire à autrui, me débecte tout autant. Petite digression. En 1209 avait lieu la croisade des Albigeois. Sans rentrer dans les détails, les fidèles à l'église romaine ont voulu juguler la progression de ce que l'on appelait alors l'hérésie cathare, une partie de l'église qui avait fait scission avec le pape parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Pendant cette croisade a eu lieu le siège de Béziers. Or, Béziers est une ville où il y avait aussi bien des cathares que des catholiques. Il existe alors une légende qui dit que les soldats auraient demandé lors de la prise de la ville comment faire la différence entre les catholiques à épargner et les cathares à buter. Oui, c'était pas écrit sur leur front. Arnaud Amaury, représentant du pape, aurait alors dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est un peu le principe de la justice populaire sur Twitter. Pas mal de gens semblent considérer que c'est pas grave d'accuser des gens gratuitement parce qu'après tout, les abus sexuels, c'est tellement grave que le soutien aux victimes passe avant le respect de la réputation de personnalités publiques qui n'ont rien fait. Dénoncez-les tous, ceux qui n'ont rien fait se démerderont pour laver leur réputation. Et vous savez, j'ai une profonde envie de justice. C'est pour ça que je m'emporte régulièrement sur les gourous et autres charlatans qui mettent la vie de personnes crédules ou fragiles en danger. Et de la même manière, j'ai toujours jugé qu'un auteur de viol ou de harcèlement devait être puni. Sévèrement.
Ceux qui me connaissent depuis mes débuts sur YouTube se rappelleront sûrement que l'une de mes toutes premières vidéos parlait justement des abus sexuels dans le milieu de la photo, disons, de mode, où des pervers prétendent être des photographes influents pour dessaper des gamines, souvent mineures, avant de les faire chanter ensuite pour obtenir encore plus d'elles. En gros, j'avais fait la même vidéo que le roi des rats, mais 6 ans auparavant, avec un moins bon montage et une grosse dose de moralisation. Cette vidéo a depuis été signalée et retirée par YouTube, j'invite donc ceux qui connaissent ma chaîne photo à expliquer aux autres que je raconte pas des cracks en disant ça. Mais vous voyez, j'ai beau penser ça, je pense aussi que ce qui se passe sur Twitter, c'est pas la justice. C'est pas juste. C'est juste pour les victimes qui trouvent une tribune où s'exprimer, mais c'est pas juste pour toutes les personnes qui vont subir des accusations gratuites par une foule qui veut du sang. Et c'est surtout pas juste parce que les tombereaux d'accusations gratuites qui accompagnent les vrais témoignages jettent le discrédit sur ceux-ci. En tant que personne extérieure, et connaissant la capacité des social justice warriors à déformer la réalité, puisque j'ai été moi-même accusé gratuitement d'homophobie, de transphobie, de viol, d'apologie du viol, de fascisme, etc., comment puis-je croire ce que je lis sur Twitter sur les soi-disant actions d'autres youtubeurs sans du coup me méfier au moins un peu? Eh ben ça, vous voyez, ne pas pouvoir faire confiance à un témoignage à cause de ce genre d'action, je trouve que c'est grave. Et le problème, c'est qu'on devrait juste pouvoir croire sur parole quelqu'un qui témoigne d'une agression ou d'un viol. Parce que c'est quelque chose de suffisamment grave et traumatisant pour qu'on n'ait pas encore besoin en plus de se justifier pour être cru. Mais je peux pas juste croire un témoignage sur parole, parce que j'ai déjà pu constater que beaucoup de gens sont prêts à raconter n'importe quoi juste pour nuire à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cette situation, je le redis, c'est grave. Et si vous me voyez régulièrement prendre position contre les SJW et autres militants, c'est pas parce que je suis pas d'accord sur le fond, absolument pas. C'est parce que je suis pas du tout d'accord avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire, qui consiste à accuser gratuitement et à déformer des faits ou des propos pour servir une cause, qui en plus à la base était noble. Le tout dans le simple but de déverser leur haine, voire nuire à des gens qu'ils n'aiment pas. J'aimerais croire que c'est autre chose, mais c'est vraiment la seule impression que ça donne. Ça y est, 2 pages de script et on a déjà un point Godwin. Allez. On reparlera du premier hashtag balance ton youtubeur. Mais ce que j'en retiens, c'est que ça a commencé avec des témoignages de victimes. Et en moins de 24 heures, tous les plus gros youtubeurs se voyaient accusés avec des preuves photoshopées. Et Antox Colaboy avait un article calomnieux sur son dos dans rien de moins que le journal Le Parisien. Alors qu'au final, il avait rien fait de répréhensible. Dénoncez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Là, ce qu'on entend en général à ce moment-là, c'est que c'est pas grave. C'est un mâle blanc privilégié, il a eu aucune conséquence. Si pour vous, des pelletées d'insultes, des menaces de mort, une dégringolade de sa chaîne, des mois pour s'en remettre et toutes les répercussions que ça a eu sur sa santé et son moral, c'est pas des conséquences, de la part de gens qui veulent lutter contre le harcèlement, je trouve ça un peu hypocrite. Mais ça, c'était censé être le sujet de la vidéo à la base. Donc je reprends ma contextualisation. Nous sommes donc le 11 juillet et Twitter s'enflamme sur Balance ton youtubeur. Et autant je soutiens bien volontiers les révélations des victimes de viol et de harcèlement, autant l'ambiance particulièrement délétère de Twitter a refait surface en même temps, et tout ce qui va avec. Je décide alors de ressortir mon script sur la cancel culture. Et pour coller à l'actualité, je décide donc sciemment de provoquer les cancellers. Après tout, j'avais déjà eu affaire à eux et j'avais toujours réussi à gérer. Mais vous pouvez me croire, c'est la dernière fois que je me mets autant en première ligne pour un truc comme ça. J'ai donc décidé de faire un thread pour agir sur plusieurs points. 1. Trigger quelques cancellers histoire d'avoir des captures d'écran pour illustrer mon propos. 2. Tant qu'à faire, dire ce que j'ai fait de mal dans ma jeunesse pour montrer que j'assume de ne pas être parfait tout en montrant ma transparence sur qui je suis vraiment, d'où le hashtag balance ton youtubeur. Et 3. Commencer doucement à tacler en fin de thread en prévision de ce que je préparais. J'ai posté ça dimanche entre 1h et 2h du matin en espérant justement attirer assez l'attention pour avoir mes screenshots et assez peu pour ne pas non plus provoquer une shitstorm nationale. Et putain ce que je me suis gouré. Dimanche, alors que j'étais en tournage au milieu de la forêt, justement en préparation de la vidéo sur les locomotives à vapeur, le truc a commencé à dégénérer. Des gens ont retweeté en masse en m'accusant de viol au passage. À l'heure où j'écris ces lignes, certains imbéciles essayent encore de prouver que c'est le cas. Pourquoi ? On va en reparler. Je me suis donc retrouvé bien emmerdé au milieu de nulle part avec un réseau limité et des messages de collègues m'expliquant que Twitter était en feu. J'ai donc interrompu mon tournage et je suis rentré pour, disons, veiller au grain. Et pour cause, les cancellers étaient sous stéroïdes et quand Twitter est parti, tu l'arrêtes pas. Soi-disant plainte chez les flics, lettres à mon université, mail à mes sponsors, même des mecs qui ont essayé d'ajouter que j'étais d'extrême droite sur Wikipédia. Les mecs étaient à fond.
Et donc j'ai d'abord dû gérer ça avant le reste. Et si cette vidéo n'arrive que maintenant, c'est parce que produire une vidéo, même à la va-vite, ça prend un minimum de temps. Plusieurs collègues m'ont encouragé à effacer mon thread et à faire des excuses publiques. Mais j'ai estimé qu'effacer mon thread allait juste jeter de l'huile sur le feu avec un effet stressant, et vu comme Twitter est une fosse à purin où toute nuance est impossible, il était plus raisonnable de sortir ma vidéo le plus vite possible et d'y ajouter tout ce que je suis en train de vous dire là. Et vous voyez, j'en suis presque à 4 pages de script et on n'est toujours pas dans le vif du sujet, c'est dire si c'est le bordel. Vous trouvez que c'était pas malin de ma part ? Croyez-moi, avec les dernières 24 heures que je viens de passer, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et je sais déjà que les prochaines 24 heures vont être un mélange de production en catastrophe de cette vidéo et la gestion des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui n'est pas un jour normal de sortie de vidéo sur la chaîne, mais en voulant montrer l'inflammabilité de Twitter, j'ai déclenché un incendie que je dois maintenant circonscrire le plus vite possible si je veux pas en subir des conséquences. Parce que les cancellers ont un réel pouvoir, et en voulant justement le dénoncer, je me suis retrouvé sous un feu nourri. J'ai donc beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais même s'il y a encore énormément à développer sur mon thread, les précédentes altercations que j'ai eues sur Twitter ou encore mes opinions politiques que certains semblent mieux connaître que moi, je dois en priorité revenir sur le tweet qui a foutu le bordel. Il est au milieu du thread et il dit très exactement ceci. Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil le matin alors qu'elle dort encore. Paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Le tout en moins de 280 caractères. Et c'est là tout le problème. Ce tweet a manifestement été mal compris par une bonne fraction des gens qui l'ont lu. Je peux cependant pas m'empêcher de remarquer que beaucoup de gens ont parfaitement compris ce que je voulais dire, ce qui semble quand même signifier que mes propos n'étaient pas si obscurs que ça. Et je dois aussi constater la mauvaise foi de pas mal d'autres qui ont clairement feint de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Néanmoins, il reste les autres, qui l'ont vraiment compris de travers. Et à cela, je ne peux rien faire d'autre que présenter mes excuses. J'aurais dû apporter plus de nuances, c'est on ne peut plus vrai. Mais à ma décharge, Twitter ne le permet vraiment, mais alors vraiment pas. Ce tweet m'a valu l'accusation de faire l'apologie du viol, parce que je dis « paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles ». Mais je m'en bats pas les couilles du viol. Je m'en bats les couilles des militants un peu trop zélés qui pensent pouvoir savoir mieux que moi à quoi ressemble ma vie sexuelle. Et dans le cadre d'une chasse aux youtubeurs aux mœurs dépravées, ce que je dis là, c'est « voilà tout ce que vous pourrez trouver sur moi ». Donc les chasseurs de sorcières, considérez que c'est du viol si vous voulez, mais moi j'ai la conscience tranquille. Tout va bien dans mon couple et je m'en bats les couilles de votre avis. Mais c'est vrai qu'en 280 caractères, décidément, on ne peut pas exprimer une idée clairement. Et c'est pour ça que j'ai été compris de travers, et je m'en excuse platement auprès de ceux qui ont pu y voir une apologie du viol, parce que pensez bien que c'était la dernière des choses que j'aurais pu souhaiter. Seb du Sense of Wonder a d'ailleurs fait un thread sur le sujet où il parle du viol conjugal, et loin de moi l'idée de dire qu'il n'existe pas. C'est une grande et horrible vérité dans les régions du monde où la femme est encore considérée comme un bien disposable, et c'est vrai aussi dans tous les couples dysfonctionnels ici en France et partout en Occident, quand les hommes ont un ascendant psychologique sur leur conjointe. Bon alors, je dis les hommes et leurs conjointes parce que c'est l'écrasante majorité, donc venez pas faire chier avec les cas particuliers, c'est pas le moment. Le viol conjugal est une réalité, quelle que soit sa forme. Seulement, il existe des pratiques sexuelles qui y ressemblent, mais n'en sont pas. Par exemple, des gens ont cité le BDSM, et je trouve ça tout à fait à propos. Je pense qu'on m'aurait pas reproché de battre ma copine ou de faire l'apologie des violences conjugales si j'avais confessé qu'on aime le cuir et les fouets. Donc oui, c'était naze, parce que très maladroitement dit, et je m'excuse auprès de ceux qui ont compris ça de travers. Je m'excuse tout particulièrement auprès des quelques personnes qui ont dit qu'en tant que victime de viol, ce tweet les dérangeait. C'est vrai que j'ai tendance à être très vulgaire et direct, et c'est pas la première fois que ça dérange les gens. Et je comprends parfaitement que c'est pas cool du tout pour vous. J'ose espérer que vous me croirez si je vous dis que mon but n'était pas de vous faire vous sentir mal, mais bon, j'ai une grande gueule et le mal est fait. Cependant, je maintiens mon propos de base, qui était « moi et ma copine, c'est comme ça qu'on se réveille mutuellement le matin, parce qu'on s'aime et qu'on a un couple et une sexualité équilibrée. » Et si vous avez l'esprit assez étriqué pour penser que ça c'est du viol et essayer de vous en servir pour nuire à ma réputation de youtubeur, je m'en bats les couilles parce que j'ai l'esprit tranquille et que c'est ce que vous pourrez trouver de pire comme bail à mon sujet et je vous le livre sur un plateau d'argent. J'ai aussi été accusé d'invisibiliser les vraies victimes, de pirater le hashtag balance ton youtubeur. Et croyez-moi, je m'en désole, parce que vous vous doutez bien que j'avais pas spécialement envie de me prendre plus de 20 000 tweets dans la tronche et passer ma nuit à faire des screens. Et quelque part, c'est précisément ce que je disais juste avant. Pendant que Twitter criait haro sur le baudet, les vraies victimes perdaient en visibilité et en crédibilité.
Et en voulant dénoncer ça, je m'en suis retrouvé le protagoniste, ce qui est à peu près tout le contraire de ce dont j'avais besoin pour appuyer mon propos. Vous pouvez me croire, j'avais pas besoin de ça. Parce que maintenant, ce que je voulais dénoncer aura beaucoup moins d'impact et a potentiellement causé du tort ailleurs. Donc oui, je sais, c'est pas malin, et j'aurais juste pu me taire. Mais vous savez, le buzz, qu'il soit positif ou négatif, c'est pas quelque chose qui se pilote, et je le redis, j'espérais ramasser une 50aine de tweets de cancellers, 100 tout au plus, comme à l'accoutumée, histoire d'avoir de la matière pour ma vidéo. Mais pas 20 000. J'ai largement sous-estimé la poudrière qu'est Twitter, et vous pouvez me croire, je suis désolé de ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour ce hashtag que j'ai à moi tout seul considérablement éloigné de son but premier. De même, pas mal de gens, tout en ayant compris ce que je voulais dire, et je les en remercie, m'ont cependant fait comprendre que si un adulte a normalement la capacité de comprendre mes propos pour ce qu'ils sont, ce dont je commence sérieusement à douter, j'en suis pas moins aussi suivi par beaucoup d'enfants et d'adolescents pour qui je peux représenter un mauvais exemple à suivre. C'est vrai. Mais j'ai considéré m'exprimer devant une majorité d'adultes, Twitter n'étant pas vraiment le réseau social préféré des gosses et des ados. Cependant, comme manifestement certains pensent que je porte mes errances d'ado comme une fierté, en feignant de ne pas comprendre la différence entre assumer et être fier, je vais maintenant revenir sur tout le reste de mon thread, histoire là aussi d'en dire plus qu'en 280 caractères et nuancer mes propos. Et puisque les ados et les gosses me suivent principalement sur YouTube, eh bien c'est parfait pour remettre les choses, là encore, dans leur contexte. Beaucoup de gens se sont demandé si c'était vrai, puisque non vérifiable, d'autres ont crié à l'expérience sociale, d'autres encore se sont demandé si je m'étais fait pirater mon compte Twitter. Mais non. Ce que je vous ai raconté, c'est les trucs moralement répréhensibles que j'ai fait. J'ai toujours estimé que la responsabilité individuelle était quelque chose d'important, et j'assume la responsabilité de mes actes. Je n'en suis pas fier, mais je n'en ai pas honte pour autant. Donc puisqu'on est sur Balance ton youtubeur, j'ai décidé sciemment de vous dire ce que j'ai fait de mal dans ma vie, comme ça, vous savez précisément à quoi vous en tenir vis-à-vis de moi. C'était aussi un moyen de faire comprendre qu'on peut avoir été une petite frappe et pour autant ne pas être un détraqué sexuel. Et là encore, mon regard se tourne vers ceux qui n'ont pas envie qu'on parle d'eux en ce moment. Au début de mes études supérieures, j'ai eu une copine qui, au bout d'un moment, est devenue distante. Elle était toujours malade ou fatiguée le samedi soir quand je lui proposais de sortir. Sauf qu'un soir où elle était censée être malade et au plumard, j'ai appelé chez elle et sa mère au téléphone m'a dit qu'elle était de sortie. J'ai rien dit, mais quand le week-end suivant elle m'a refait le même coup, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusque chez elle et je me suis retrouvé à suivre la voiture d'un mec qui est passé la prendre. J'ai eu le cœur brisé quand je l'ai vu rouler un patin au mec en entrant chez lui. Sur le coup de la colère, j'ai crevé les 4 pneus de la bagnole avant de partir. Je suis pas spécialement fier d'avoir fait ça. Et m'en rappeler me fait aussi me rappeler à quel point je me sentais mal. Et ensuite, j'ai fait un test de dépistage de MST à l'hosto pour être sûr, et j'ai plus cherché à joindre ma copine qui, manifestement, ne l'était plus, parce que mon silence ne l'a même pas inquiété. En première, alors que je sortais du lycée pour rejoindre mon bus, j'ai été pris à partie dans un parc par 3 gitans qui en avaient après mon fric, et je me suis retrouvé acculé, un couteau sous la gorge. Il n'y avait pas grand-chose dans mon portefeuille, mais à la suite de ça, j'ai trouvé quelqu'un pour me vendre un petit revolver d'alarme, celui avec lequel je tirais sur le pervers dans mes vidéos sur ma chaîne photo et qui, depuis, a pris un léger coup de vieux. Un revolver d'alarme pour les quelques imbéciles pressés de déformer la réalité et de dire à qui veut l'entendre que je me trimballais avec une arme au lycée, c'est un faux revolver. Faux. Uniquement capable de chambrer des munitions serties à blanc, c'est-à-dire des douilles avec un peu de poudre dedans et qui font le bruit d'un gros pétard. Ça sert, comme son nom l'indique, à alarmer. Donc je le redis juste pour les Jean-Michel, je comprends ce que je veux comprendre. Un revolver d'alarme, c'est comme de l'airsoft, mais ça tire pas de billes et ça fait du bruit à la place. Vous tuerez personne avec à moins d'essayer de l'assommer. Si c'était à refaire, je le referais pas, parce qu'un revolver d'alarme peut aussi avoir l'effet secondaire d'énerver votre agresseur, et une fois qu'il s'est rendu compte que votre flingue est pas un vrai, ça peut rendre les choses encore pires. Mais ça, je le savais pas. Et après avoir vécu ce racket, j'étais pas bien dans mes pompes. Et avoir ça au fond de mon sac, bien inaccessible en cas d'urgence en plus, ça me donnait une sensation de sécurité qui me permettait d'aller prendre le bus sans en avoir des palpitations. Et le truc, c'est qu'à cet âge-là, en plus de ne pas vraiment être populaire, je souffrais pas mal du manque d'écoute du personnel enseignant. Et j'ai eu peur de la réaction de mes parents, parce que si je leur en avais parlé et s'ils avaient déposé une plainte, je m'attendais à de lourdes représailles à un moment où personne n'aurait été là pour me défendre. C'est-à-dire à peu près tous les soirs quand je prenais le bus. Donc certes, les jeunes, ne vous promenez pas avec un revolver d'alarme ou un couteau. Vous risquez de plus vous mettre en danger que de vous protéger.
sans compter les conséquences légales que ça peut avoir. Par contre, les parents, soyez à l'écoute de vos lardons. N'ayez jamais l'air de leur reprocher quelque chose s'ils se confient, sans quoi ils ne le feront plus. Et faites bien gaffe à ce que les actions que vous comptez entreprendre ne soient pas perçues par eux comme une source de nouvelles menaces. Parce que croyez-moi, quand on ne sait pas se défendre étant gosse, on a vite fait de considérer un dépôt de plainte comme une bombe à retardement. Et alors on préfère fermer sa gueule pour pas aggraver les choses. Et se trimballer avec un flingue d'alarme. En parlant de ça, au lycée, j'avais un bully. C'est le nom qu'on utilise aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui vous fait chier constamment. Il était très fier de son nouveau téléphone, ce qui ne l'a pas empêché de l'oublier dans un vestiaire. Quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et à la base, je me suis dit que j'allais m'en servir pour monnayer sa sympathie. Après tout, j'avais retrouvé son téléphone. Sauf que quand j'allais le voir pour lui rendre, il a remis une couche d'insultes gratuites. Donc je me suis ravisé, et le soir à la sortie, au premier camion qui passait dans la rue, je l'ai jeté sur la route. C'est pas bien, hein ? J'en suis pas fier. Mais je regrette pas. Encore une fois, parce que j'avais aucun choix à ma disposition. Soit je continuais à subir, soit j'en parlais à quelqu'un qui allait gentiment sermonner mon harceleur, ce qui allait se traduire par un redoublement du harcèlement parce que personne n'aime les balances. En gros, j'étais seul. Mais c'est vrai que c'est plus simple de résumer ça en disant que je suis fier d'être une racaille. La solution, je l'ai trouvée en fin de terminale. Il était temps. Me défendre. Un jour, j'ai rendu les coups et là, j'ai tout simplement découvert que non seulement j'en étais capable, mais qu'en plus, mes emmerdeurs m'ont foutu la paix après ça. Donc encore une fois, les parents, je serais bien normal de vous dire ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, mais si je suis sûr d'un truc, c'est qu'un petit sermon au harceleur ne va pas arranger les choses, bien au contraire. Prenez les choses bien en main si vous voulez éviter que la scolarité de vos gosses ne soit aussi pénible qu'a été la mienne. Je possède actuellement 7 armes à feu, de manière tout à fait légale, et j'en aimerais bien une 8e. Donc les Jean-Michel Poucave qui pensent que la police en a quoi que ce soit à foutre de leurs tweets, vous êtes juste des sous-merdes qui encore une fois déformé la réalité pour espérer me nuire. Je pense que la détention d'armes à feu n'est pas un problème et j'en tiens pour preuve les 15 millions d'armes légales déjà en circulation en France, sachant que les fusillades sont perpétrées avec des armes illégales issues de l'étranger, donc un truc qui n'a rien à voir et qui existerait même sans circulation d'armes légales. Les statistiques de la Fédération française de tir montrent qu'il est bien moins dangereux d'aller au stand de tir que de faire de la trottinette. Et le tir, c'est fun. Si je devais comparer, je dirais que le tir est au jeu vidéo de tir ce qu'un tour de circuit en voiture de course est à un jeu de course. Avec tout ce que ça implique de sécurité, de responsabilité et de sensation. Je suis en faveur d'un port d'armes réglementé et extrêmement strict tel que décrit par l'ARPAC. Justement parce que je pense qu'un paquet d'agresseurs se tiendrait plus à carreau s'ils avaient peur que quelqu'un d'armé puisse intervenir. Les conditions de port d'armes de l'ARPAC me semblent plus sévères même que les conditions nécessaires pour porter une arme en étant de la police. Donc non, je ne suis pas en faveur d'une libre circulation des armes comme j'ai aussi pu le lire. Et pour ceux qui sont déjà prêts à parler des États-Unis et qui pensent que ça serait juste une excuse pour que tout dégénère à chaque fois en fusillade, sachez que les statistiques de criminalité y sont plus faibles dans les zones où le port d'armes est autorisé et que les fusillades ont le plus souvent lieu dans des gun-free zones, justement là où les mecs savent que personne va répliquer. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Mais des arguments seront mieux accueillis que de simples accusations de psychopathie. Et une peur viscérale et irrationnelle des armes à feu n'est pas un argument. Si j'avais dit que je faisais du tir à l'arc, personne n'aurait bronché. Et si jamais l'un de vos gosses veut s'inscrire dans un stand de tir parce qu'il m'a entendu en parler, envisagez de l'y inscrire. Parce que s'il a un rapport de cow-boy aux armes à feu, il va très vite apprendre ce que les mots responsabilité et sécurité veulent dire. Quand j'étais au lycée, mes amis et moi n'étions pas vraiment des anges, sans être les plus gros des délinquants non plus. Par exemple, il existe un moyen que je n'expliquerai pas d'éteindre un lampadaire à incandescence en activant une sécurité sur son transfo. En général, il restait éteint entre 5 et 15 minutes, donc il nous est arrivé d'éteindre des rues entières. A priori, ça casse pas le lampadaire, mais j'en mettrai pas ma main à couper que ça les abîme pas au moins un peu à force. On a aussi vu des gens jeter un pack de lessive dans une fontaine le soir de la célébration d'un match de foot gagné, mais je sais plus lequel. On a trouvé ça marrant, donc on a essayé de faire pareil. Quand j'y repense, je me dis qu'on était jeunes et cons et ça me fait sourire. Ça veut pas dire que c'était bien. Ça veut certainement pas dire qu'il faut le faire. Mais étant jeune, c'est ce que j'ai fait. Ça a un nom, ça s'appelle être un petit con, et ça m'a absolument pas empêché de devenir plus respectable par la suite. Au premier semestre de 3e année de sciences historiques, si mes souvenirs sont bons, j'avais un devoir de fin de semestre à rendre. C'était un devoir de recherche, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici et là, à la fac on te demande de faire de la recherche, mais sans t'expliquer comment faire de la recherche. J'avais donc pas la moindre idée de ce que j'allais bien pouvoir dire dans ce devoir, donc j'ai repompé un passage de bouquin.
Mais que les Jean-Michel Poucave qui ont envoyé des mails à la fac de Strasbourg se rassurent, le prof connaissait l'ouvrage qui m'a servi d'inspiration et m'a convoqué en me disant que soit je recommençais tout, soit je me prenais un 0 éliminatoire. Et donc, si j'ai une licence d'histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai recommencé mon devoir et j'ai appliqué ce qui fait la différence entre un plagiat et un mémoire de recherche. J'avais plus un seul bouquin comme source non mentionnée, mais 2, et ils étaient en bibliographie. Et du coup, ça m'a valu un 14 et un profond sentiment d'hypocrisie. Je ne sais plus à quel moment de cette même licence j'avais à faire de la paléographie, c'est-à-dire la transcription d'écritures anciennes. Mais c'était obligatoire et ça me saoulait. Donc quand le prof nous a filé à chacun une page de texte ancien à transcrire comme devoir, je suis allé sur un forum de paléographie et j'ai demandé si quelqu'un était prêt à me le faire. Un type m'a littéralement décodé le truc en 10 minutes alors que je galérais dessus depuis des semaines. Sauf que là aussi, j'aurais peut-être pu m'attendre à ce qu'un prof de paléographie traîne sur des forums de paléographes. Donc autant j'ai pas remis la main sur mon devoir d'histoire romaine estampillé d'un 0, autant j'ai encore le mail des approbateurs que le prof de paléo m'a envoyé après avoir trouvé mon message sur le forum. Donc s'il y a des étudiants parmi vous qui voudraient prendre exemple sur moi, veillez à ne pas oublier les conséquences qui vont avec. Donc voilà. Puisque la tendance est à révéler les petits secrets douteux des youtubeurs, voici les miens. Voici ce que j'ai fait de répréhensible ou moralement pas acceptable ou pas accepté par certains dans ma vie. J'ai été un ado turbulent, doublé d'un cancre, et tout ça, Twitter l'a d'abord très bien compris et ne m'en a pas plus tenu rigueur que ça. Jusqu'à ce que dimanche dans la journée, les SJW décident que j'étais un violeur. Et là, tout a été bon pour littéralement déformer mes propos et transformer ce que j'ai dit en délinquance lourde, voire en crime. Autant je comprends parfaitement et j'accepte tout à fait les remarques qui m'ont été faites sur la forme, et je sais que j'ai merdé grave, autant je peux pas accepter le reste. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. Parce que si je l'avais mieux tourné, j'aurais probablement pas essuyé cette shitstorm. Le truc, c'est que je voulais provoquer les plus gros rageux. À la place, j'ai trigger tout le monde. Donc je le redis encore une fois, je m'excuse sincèrement auprès des gens concernés que ça a blessé. C'était pas le but. Je suis un personnage grossier et mes mots manquent cruellement de délicatesse quand je m'exprime. Je le sais. Sauf que voilà, que ce tweet ressemble à de l'apologie du viol, c'est ce que m'ont reproché quelques personnes que je qualifierais de sages. Mais ce qui a causé un pareil emballement de Twitter, c'était pas l'apologie du viol, mais le viol lui-même. Parce que manifestement, il y a quand même pas mal de SJW qui pensent que ce que ma copine et moi on fait, c'est du viol. Enfin, uniquement me concernant, bien entendu, elle est pardonnée. Et ce qui a causé un pareil emballement, c'est la fureur de la foule qui voulait du sang. En plus, t'as vu, le mec, il a voulu lui-même. Article 222-2394 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Et le grand tribunal de Twitter en a donc déduit qu'en réveillant sa moitié avec du sexe, il y avait surprise, et donc que c'est du viol. Et dans l'absolu, c'est pas faux. Des tas de femmes ont à subir des viols par surprise. Notamment en se réveillant avec quelqu'un qui te fait des trucs que tu veux pas. Par contre, si ce tribunal populaire a conclu bien vite que j'étais une parfaite ordure, il a l'air d'avoir oublié un détail important, c'est que c'est une pratique réciproque. Certains SJW ont trouvé le moyen de dire que si un juge s'occupait de notre cas, on serait condamnés tous les deux. Vous savez, en général, mes tweets sont vus par quelques centaines de personnes tout au plus, donc balancer ça comme ça entre le fromage et le dessert, et en plus sans donner de détails, ça me convenait. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo qui va faire des dizaines de milliers de vues sur un tweet qui en a probablement fait autant. Ça m'emmerde un peu. Vous pouvez me dire que je l'ai cherché, et c'est vrai. Je l'ai dit, je crois beaucoup en leur responsabilité individuelle, et donc j'assume totalement. Mais ça me fait quand même chier. Cependant, ma copine m'a bien fait comprendre qu'il était hors de question que je dévoile des détails de notre intimité sur la toile, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc vous vous contenterez de ce que je vais vous donner. Ma copine et moi, on s'est rencontrés en promenant nos chiens. On s'est tourné autour bien 6 mois avant de commencer à vraiment se fréquenter. On a eu des hauts et des bas, mais je peux clairement dire aujourd'hui que c'est la femme de ma vie et ma meilleure amie, et elle en dirait autant, mais vous ne la verrez ni ne l'entendrez ici ou ailleurs, parce qu'elle n'est pas sur YouTube, n'a pas comme moi l'habitude des insultes, et que j'ai bien l'intention de la protéger de tout ce bordel. On a discuté de cette shitstorm, mais elle ne comprend pas ces accusations de viol. Elle comprend que ça ait pu être pris pour de la banalisation du viol, et je me suis pris une sauce à la maison, mais en revanche, elle pense comme moi
que ceux qui ne sont pas capables de voir la gigantesque nuance ont un réel problème de représentation du monde. Avez-vous déjà eu un ou une meilleure amie? Vous savez, le genre de personne avec qui on développe un espèce de lien télépathique, avec qui un simple regard suffit à faire passer une idée. Ben nous, c'est ça. On a construit notre sexualité sur nos années de relation et aujourd'hui, on est capable d'anticiper les désirs de l'autre. Je sais plus comment ça a commencé, mais se réveiller en premier le matin et réveiller l'autre par des caresses, c'est venu naturellement. Ça s'appelle de la tendresse. Et c'est pas le seul moment de la journée où ça arrive. Et on se demande jamais d'autorisation. Tout simplement parce qu'une relation stable, saine et épanouie, ça se construit petit à petit, sur des années. On apprend à se connaître, à savoir ce que veut ou aime l'autre, ou au contraire ce qu'il n'aime pas. Et on connaît tous nos codes de téléphone et de carte bleue mutuelle. Il paraîtrait que mon tweet donnerait un mauvais exemple, que j'inciterais les jeunes à faire ça dans leur relation plus tard. Mais vous savez quoi? Les jeunes, laissez tomber l'idée des relations éphémères sur Tinder. Arrêtez de croire qu'aujourd'hui le mariage est mort et que les relations sont faites pour être courtes. Parce que si vous fréquentez quelqu'un que vous connaissez depuis 2 semaines, clairement, ce genre de complicité, vous ne la connaîtrez jamais. Et là oui, ça risque fort d'être du viol. Mais si vous décidez de croire en vos relations et pas en notre société du tout jetable, vous comprendrez que c'est comme le reste, que ça se répare, que ça se consolide, et surtout qu'avec le temps, ça peut parfaitement durer. Jusqu'à se retrouver à un niveau de complicité tel que oui, ce genre de choses, ça en devient la norme. Et donc, je pense sincèrement que si ce que j'ai dit me fait passer pour un violeur, c'est parce que les gens qui avancent ce genre de propos ne sont pas ou n'ont pas été dans une relation de confiance avec un ou une partenaire qui ne cherche pas à avoir l'ascendant sur eux. Et je trouve ça sincèrement, désespérément triste qu'il y ait eu autant de débats sous mon thread entre des gens qui se contentaient de réciter la loi et d'autres qui essayaient de leur faire comprendre que la vraie vie, c'est parfois plus compliqué que 3 lignes dans un bouquin. Parce que c'est révélateur que beaucoup de gens semblent ne pas connaître ce genre de complicité dans leurs relations. Et je pense que c'est symptomatique d'un problème dans notre société. Je serais bien incapable de dire si c'était mieux avant, si les sites de rencontres ont détruit le couple, ou si ce n'est que la mise en lumière de quelque chose qui existait déjà. Par contre, je vous le dis comme ça, j'espère pour vous tous que vous trouverez un jour quelqu'un avec qui vous pourrez vous dire que ce genre de considération, vous vous en battez les couilles. Parce que tout ce qui compte, c'est vous deux. Mais je garde quand même espoir parce que je constate qu'une grande partie des gens a parfaitement compris que les couples équilibrés, ça existe aussi. Beaucoup de gens me défendent aussi face au bas du front et je vous en remercie tous parce que j'aurais été bien incapable de gérer ça tout seul. Je peux comprendre que certains ou certaines ayant vécu des relations malsaines où ce genre de choses étaient faites par ascendant psychologique ou manipulation soient mal à l'aise devant ce que je dis. Je le comprends. Mais pour autant, c'est à ça que ressemble une relation épanouie. Ça ou n'importe quel autre délire ou fantasme qui peut se faire à deux avec toute la complicité qu'un couple devrait impliquer. Et oui, ça implique aussi de parfois dire non, je suis fatigué. Voilà, j'en suis à 12 pages de script et j'ai dit ce que j'avais à dire au sujet du bordel de dimanche. Donc je le redis pour résumer. J'ai conscience que la manière dont j'ai dit ce que j'ai dit était merdique. Je pense que Twitter est un très mauvais média, aussi bien par ses limites d'expression que par les gens qui s'y trouvent. Et il y a fort à parier qu'à la sortie de cette vidéo, mon compte disparaisse peu ou prou, de même que celui de plusieurs collègues qui semblent partager mon point de vue sur la question. Et pendant ce temps, Jewish Privilege est en top tweet. Twitter, c'est le réseau de la haine. Je le redis encore une fois, j'ai voulu provoquer pour ramasser quelques rageux, mais je me suis ramassé tout Twitter. C'était très mal dosé, d'une maladresse crasse, et loin de moi était l'idée de vouloir faire plus que quelques retweets pour ramasser des exemples de la cancel culture. Mais pour la peine des exemples, maintenant j'en ai des tombereaux. Je voulais d'abord mettre à la suite, ici et maintenant, ma vidéo sur la cancel culture, mais vu ce que je dis là et la longueur déjà infernale de cette vidéo, je pense que je vais me concentrer sur la production de cette première moitié qui est un peu urgente à sortir, et je balancerai la suite dans les jours à venir. Je vous préviens aussi, mon espace commentaire reste une zone de libre expression, mais je vais modérer plus sévèrement que d'habitude, et il y a des choses que je ne laisserai pas passer. Je vous donne aussi un numéro, le 8. Parce qu'il y a des gens qui parlent sans savoir, et si vous vous retrouvez dans un débat en commentaire ici ou ailleurs, et que vous demandez à votre interlocuteur « c'est quoi le numéro ?» et qu'il ne voit pas de quoi vous parlez, vous saurez qu'il n'a pas regardé cette vidéo. Bon, à très bientôt.